Hello et bienvenue sur la vidéo qui ouvre le thème du mois de juin concernant ma pile à lire à moitié, ma palle à moitié. L'objectif de ce mois-ci étant de dégommer ma pile à lire d'avant 2021. Donc c'est vraiment les livres que j'ai depuis un moment, soit dans ma bibliothèque, soit dans ma pile à lire. Il y en a pas mal, tout n'est pas là. J'ai fait une petite sélection, une petite pile que je vais vous présenter. Donc j'ai ça comme roman, qui est une pioche, hein. Je ne suis pas sûre de tout lire, mais l'idée c'est d'en avoir toujours un en cours parmi cette sélection-là. Donc il y a Là-bas de Huysmans, Hernani de Victor Hugo, que je n'ai jamais lu, Électre de Jean Giraudoux, alors je l'ai peut-être déjà lu celui-là, mais j'ai envie de le relire. Je l'ai peut-être déjà lu. L'édition, elle est super vieille, quoi. C'est une édition collector du livre de poche, quoi. J'adore. Ça, c'est pareil. Rondeur des jours de Jean Giono, que mon homme me conseille souvent. Ce sont des livres assez courts, donc potentiellement, je dois pouvoir les dégommer. L'Avouivre de Marcel Aimé, celui-là, j'ai envie de le lire depuis super longtemps. C'est écrit tout petit. Et j'ai aussi mis deux grands formats, Biographie de la faim d'Amélie Nothomb, par lequel je vais commencer, et Le pianiste de Władysław Szpilman chez Robert Laffont, qui serait bien que je lise. J'ai sorti pour le lire prochainement la Biographie de la faim. Je pense que c'est par celui-ci que je vais commencer côté roman. Et ensuite, côté graphique, qu'est-ce que j'ai mis? L'histoire du... C'est le seul, ouais. L'histoire du corbac au basket de Fred chez Dargaud, que j'ai déjà lu il y a très longtemps, je dirais il y a 15 ans, quelque chose comme ça, et que j'ai envie de relire. Voilà. Donc ça va être plutôt chouette. Enfin, je l'espère. Allez, en juin, je dégomme cette palle-là. On n'en parle plus. Bon, côté challenge de la palle à moitié, challenge important, c'est un peu la cata, puisque à ce jour, je n'ai lu que Biographie de la faim d'Amélie Nothomb. Donc, il va falloir que je me bouge un peu. En même temps, je suis en train de penser à un truc. Non, parce que je suis en train... Oui, Brume, ça fait partie aussi de cette pile à lire. Et j'en ai commencé un autre qui est aussi un peu ancien, c'est quoi? Bon, non, c'est tout. Donc, ouais, c'était... Alors, Biographie de la faim, c'était très bien. Au début, les quelques premières pages, genre les 40 ou 50 premières pages, faut pas se formaliser, faut y aller, faut continuer, parce que moi, j'ai pas aimé le début du tout. J'ai pas aimé du tout. Ça part comme une sorte d'essai. Elle parle de la faim, mais d'un point de vue générale sans la centrer sur sa propre expérience. Et ensuite, elle va transformer ça en biographie. Donc, elle va vraiment nous raconter son histoire de fille de diplomate. Voilà. Et en fait, c'est une famille extrêmement riche qui est partie du Japon, qui est ensuite allée en Chine, ensuite aux États-Unis, si je dis pas de bêtises. Ils sont passés aussi au Bangladesh. Donc, en fait, elle a traversé le monde voilà, dans son enfance, et elle a du coup elle s'est formée auprès de différentes cultures, et en fait elle va nous raconter comment la faim l'a structurée. Alors la faim au sens littéral, mais aussi Amélie Nothomb, voilà, elle était boulimique, elle a été boulimique, oui c'est ça, puisqu'elle avait des troubles compulsifs de l'alimentation. Donc en fait, par exemple, elle faisait de la potomanie, c'est ça? Donc elle buvait de l'eau, et en fait elle buvait de l'eau, jusqu'à se rendre tellement pleine. En fait, plus tu bois d'eau, plus tu as envie de boire de l'eau. Ça, vous devez le connaître. Je sais que moi, par exemple, quand je faisais de la randonnée, c'était un truc terrible, c'est-à-dire que quand tu as vraiment très soif, tu bois beaucoup, et en fait, plus tu bois, plus tu as envie de boire. Et ça s'appelle la potomanie, si je dis pas de bêtises, mais je me trompe peut-être, je vous mettrai le mot ici. Et du coup, par exemple, elle faisait ça. Donc en fait, elle infligeait à son corps des choses assez dures. Et par exemple, elle buvait de l'alcool très jeune.
Mais parce que ses parents, je sais pas, dans l'impression que j'ai eue, j'ai l'impression que vraiment ils faisaient beaucoup de repas avec la bourgeoisie, quoi. Et du coup, ils s'occupaient pas trop des enfants, ils étaient un petit peu alcoolisés aussi, je pense. Et du coup, les enfants, eux, ils passaient de table en table, et Amélie Nothomb, elle finissait tous les verres, quoi. Notamment le champagne, elle s'est rendue compte que c'était terrible, mais elle buvait aussi du whisky, des choses comme ça. Donc elle était quand même, très tôt, elle a développé une sorte d'alcoolisme assez terrible. Elle va passer aussi par des étapes d'anorexie, enfin vraiment elle va traverser plusieurs choses. Et elle va parler de la faim au sens donc littéral, mais au sens aussi, au sens propre et au sens figuré, dans le sens où elle a la faim des autres, quoi. Par exemple, elle a la faim de sa sœur, elle a vraiment une passion pour sa sœur et elle déteste son frère. Quand son frère est envoyé en pension ailleurs, dans un autre pays, elle est la plus heureuse des enfants. Amélie Nothomb est dans toute sa splendeur d'écriture. Et moi, j'aime beaucoup elle. Déjà, elle me fait sourire, son personnage me fait sourire. C'est une caricature d'elle-même, quoi. Et en plus, je trouve, que ce que je disais à mon copain avec qui je parlais, qu'elle a un regard critique sur elle-même, quoi. C'est-à-dire qu'elle se rend bien compte que tous ses comportements ne sont pas tout à fait normaux. Et elle nous les explique comme si c'était de quelqu'un d'autre dont elle parlait, avec un regard critique, mais elle a un regard aussi très analytique sur sa vie et d'où elle vient, et le fait qu'elle ait été transportée d'un pays à un autre comme ça a fait que aussi elle s'est remplie de plein de choses pour pouvoir supporter tout ça. Donc voilà, on la voit à l'école, on va faire un saut assez rapide après dans l'adolescence, qui n'a pas forcément été une période facile pour elle, puisque justement elle a connu... Enfin, elle sait infliger l'anorexie. Quand elle en parle, c'est pas extrêmement développé. Elle parle plus de sa petite enfance plus que de son adolescence. Je trouve qu'elle reste assez vague sur le sujet. Elle et sa sœur, d'ailleurs, ont été anorexiques au même moment. Et en fait, elle avait quand même une maîtrise là-dessus. C'est-à-dire que quand elle a décidé que c'était terminé, qu'il fallait qu'elle mange, parce qu'elle adore manger, hein, c'était terminé. Que voilà, elle avait gagné, que son corps en fait lui avait dit non, en fait elle est allée quand même jusqu'à se mettre sa vie en danger, et elle s'est quand même dit non, en fait mon corps il veut pas mourir, donc je vais manger tout simplement. Et donc du coup elle a à nouveau mangé. Elle a une façon d'en parler très particulière, c'est un exemple parmi d'autres, mais j'ai trouvé ça très intéressant, de la façon dont elle s'est construite autour comment son corps a évolué, comment elle ne l'a pas aimé quand il s'est transformé en femme, voilà, comment elle arrivait à se détacher d'elle-même pour se représenter vis-à-vis des autres, comment elle se nourrissait par exemple de ses nourrices qu'elle estimait plus que sa mère. Voilà, elle va parler de tout ça. On croirait que c'est un peu le bordel, mais en fait ça reste quand même très bien organisé. Je trouve que elle nous emmène où elle veut. Amélie Nothomb, moi, enfin, en tout cas dans ses premiers romans, puisque là je relis vraiment ses premiers romans, j'ai vraiment adoré, c'était vraiment très très chouette. Mais je vous dis, il faut passer les premières pages, parce que ces premières pages sont déstabilisantes. Mais je vous le conseille. Qu'est-ce que je vais lire après ? Je pense que je vais lire l'histoire du corbac au basket. Et après, qu'est-ce que j'ai sorti d'autre ? Je crois que j'ai sorti là-bas. Ouais. Je pense qu'après, je vais lire là-bas de Huysmans, depuis le temps que je veux le lire. Donc c'est ça. Voilà. Donc Amélie Nothomb, très bien. Voilà. Alors, on va parler de la pile à lire d'avant 2021. Alors déjà, il n'est pas dans cette vidéo, mais je vous en parle ailleurs, dans le feuilleton de l'été, si je dis pas de bêtises. Mais celui-ci en fait partie. Ça fait celui-là, avec la biographie de la fin, ça fait 2. L'idée, c'était de dégommer. Aujourd'hui, on est le 25. Mais ça va continuer parce que je suis en train de lire. Si, j'ai lu ça aussi. Et puis j'ai lu aussi Hernani. Donc, je vais vous parler de l'histoire du corbac au basket de Fred. On est chez Dargaud et c'est une relecture et trop bien. C'est une BD. Si vous la connaissez pas, il faut la lire. Alors, on est dans de l'absurde. On est dans de l'absurde. On est un peu une référence à Rhinocéros. Et une référence également à la métamorphose de Kafka. Pas mal de choses comme ça
avec le côté psychologique. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui se réveille un matin et puis il est transformé en corbeau. Il va voir un psy parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et le psy lui dit je comprends quel est votre problème. Un corbac avec des baskets, c'est pas normal. Il dit mais ça c'est mes tennis. En fait, le problème, c'est que je ressemble à... Enfin, que je suis devenu un corbeau, quoi. Et en fait, personne ne voit qu'il est un corbeau, mais tout le monde voit qu'il a des tennis. Voilà. Et il va raconter l'histoire de sa transformation. Et c'est génial. Je vais vous montrer des planches. C'est bourré d'humour, décalé. C'est génial. C'est vraiment génial. Alors, je ne sais pas si vous voyez grand chose, mais on est dans ce genre d'image. Beaucoup d'informations dans les images, mais beaucoup d'humour. J'ai beaucoup ri. Quel bonheur de relire ça. C'était vraiment trop chouette. J'aime beaucoup parce que souvent, en fait, là, il y a des plusieurs situations qui se croisent, des personnes qui sont côte à côte et qui sont juste à côté, mais qui ne se parlent pas ensemble. Donc les discours se croisent, c'est génial. Ça parle beaucoup de différence, du coup, du fait d'accepter la différence des autres. Ça parle de déguisement, de ce que vous entendez dans votre apparence. Il y a pas mal de choses comme ça. Voilà, ça parle... de beaucoup de choses, ça critique beaucoup de choses, mais c'est très marrant, c'est très très marrant. Et le final est assez extraordinaire. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à le lire. Alors figurez-vous que je l'ai en double, et donc je vais le mettre... alors je vais peut-être vous le faire gagner, ça peut être marrant. En fait, on arrive bientôt près des 2000, alors peut-être que je vais le mettre dans les trucs que je voudrais vous faire gagner, parce que c'était vraiment très très bien. Voilà, donc si vous avez envie de découvrir, et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, c'est le moment. Et puis, donc j'ai lu, dans le cadre du 7 jours 7 livres que je suis en train de commencer, j'ai lu Hernani de Victor Hugo, mais qui n'est pas Hernani de Victor Hugo, qui est une adaptation romancée de Hernani. Je m'en suis rendu compte en ouvrant cette page-là. Dominique Lozzi, adaptation d'après la pièce de Victor Hugo, puisque Hernani est une pièce de théâtre. Et oui, la quiche, voilà, c'est pas rendu compte, mais bon. Alors c'est un roman très ancien, je sais même pas, j'ai dû le trouver en boîte à livres, je sais pas en fait. Je sais pas d'où il vient ce roman, mais je sais que quand je suis tombée dessus, je me suis dit, ah, je veux le lire, Hernani, ça fait longtemps. Alors, est-ce que je lirai Hernani en pièce de théâtre? Peut-être, si je tombe dessus, à l'occasion, je prendrai la pièce. C'est une pièce qui marque un tournant dans la littérature, puisque ça met en place tout le genre romantique, et elle a été ovationnée / complètement critiquée au moment de sa sortie, puisque trop romantique pour certains et significative d'un vrai changement dans la littérature pour d'autres. Ça se passe en 3 actes, je pense. Là, c'est 3 livres. Et on est d'abord dans la ville de Saragosse. On suit 3 personnages importants, même 4. Dona Sol, qui est la nièce de Don Rui, donc son oncle, qui souhaite l'épouser, puisque Dona Sol est orpheline, et comme elle est super mignonne, et que lui, c'est un vieux lubrique, il aimerait bien pouvoir l'épouser. Dona Sol, elle, est amoureuse de Hernani, un rebelle à la royauté, qui en fait est devenu rebelle parce que son père a été tué par le roi en place, le roi qui est mort également, et c'est son fils qui a pris la suite. Et donc en fait on suit ces 4 personnages, d'abord dans une scène un peu huis clos dans une chambre, dans la chambre de Dona Sol, où des amours se révèlent, d'autres sont retenus, d'autres ne sont pas encore avoués, et on est vraiment dans une scène de théâtre romancé, et c'est très chouette. La seconde partie, on retrouve Dona Sol qui est prête à être enlevée par le roi, et en fait ça va être son enlèvement va être raté et sauvé par Hernani. Et la dernière partie, mais Hernani doit s'enfuir, et en fait la dernière partie, Hernani revient alors que Dona Sol s'apprête à épouser Don Rui, c'est ça, Don Rui Gomez, son oncle. Voilà. Donc c'est des péripéties, on sent vraiment l'ambiance théâtrale.
c'était plutôt chouette à lire. C'est pas ce que j'ai préféré et c'était bourré de fautes d'orthographe. Cette version romancée, c'est pas le mieux, on va dire. Mais c'est intéressant. Il y a toute une empreinte aussi historique de l'époque. On est... je sais pas si à un moment, je crois qu'on nous dit précisément à quelle époque on est. Voilà, on est en juin 1515, enfin, on est vers cette époque-là, et il se passe du coup la nomination de l'Empire, de l'empereur. Le 28 juin 1515, on apprendra quel successeur le collège des électeurs d'Empire a donné à Maximilien, le défunt empereur, et Don Carlos souhaite devenir empereur. Et voilà, l'empreinte historique. Et là, il y a des complots, etc. Il y a une ambiance un peu d'aventure, mais beaucoup d'amour tragique. Il y a un côté un peu Roméo et Juliette, je trouve, mais qui n'est pas désagréable. J'ai bien aimé la fin de l'histoire, si vous la connaissez. Voilà, donc plutôt chouette. Je n'ai pas fini, donc je reviendrai vous parler d'autres livres, puisque là, j'aimerais bien pouvoir lire autre chose que biographie de la fin, histoire. Je vais voir, je vais essayer d'en lire encore 2 pour essayer de dégommer cette pile à lire d'avant 2021. À voir si j'y arrive. Alors, côté PAL 2021, j'ai regardé, en fait, j'ai lu pas mal de trucs et j'étais plutôt contente finalement d'avoir lu tout ça. Alors, attendez. J'ai lu pas mal de graphiques. Je vous mettrai le nombre de livres lus là et le petit récap parce qu'il y en a pas mal en fait. Et donc les 2 derniers que j'ai lus dans le cadre du 7 jours 7 livres, ce sont ces 2-là. Donc L'Avouivre de Marcel Aimé au livre de poche dans une édition des années 60-70 et Électre de Jean Giraudoux au livre de poche également, pareil, dans une date d'édition à peu près équivalente. 2 très bonnes lectures, franchement très chouette. J'ai beaucoup aimé L'Avouivre de Marcel Aimé, j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit. Ça, faut que j'enlève. J'ai aimé, alors c'est vraiment genre un livre du terroir avec du fantastique et tout un qui est lié au folklore fantastique autour des croyances dans ces villages agricoles avec vraiment des histoires de famille, etc., des légendes qui va. Et L'Avouivre, elle arrive là-dedans un peu comme d'autres figures démoniaques qui veilleraient en fait sur le grain de la morale des gens. Et sauf que justement, L'Avouivre, en fait, elle représente d'autres choses. Elle représente la nature, elle représente l'insouciance, le danger aussi. Et en fait, on suit un personnage, Arsène. On suit Arsène qui est le fils d'une famille. En fait, il y a 2 familles qui se font la guerre dans le village et qui sont voisines en plus. Et elles ont les parents à peu près le même âge, les enfants ont à peu près le même âge. Les enfants, eux, ont été amis enfants, puis ils ont été par l'obligation de cette haine mutuelle obligés de s'éloigner alors qu'en fait ils n'ont pas forcément envie de reproduire certains schémas, en tout cas certains enfants, pas d'autres. Arsène notamment, et ces schémas-là, ça lui pose pas de problème. Il ne veut pas forcément les suivre, mais son grand frère, lui, qui est plus vieux, est plus virulent là-dessus. Et Arsène, lui, en fait, c'est lui qui va rencontrer L'Avouivre et qui va avoir des relations avec elle, sans parler d'amour. Hein, c'est vraiment des relations assez naturelles. Je ne sais pas comment expliquer. Arsène a une sorte de pureté et d'intelligence qui plaît à L'Avouivre, et pour elle, c'est une figure humaine qui le touche particulièrement, et pourtant c'est une figure immortelle, donc les hommes, elle les connaît, mais elle voit dans Arsène quelque chose de différent. Effectivement, le personnage d'Arsène est vraiment intéressant puisqu'il est un peu plus intelligent que les autres, un peu plus malin. Alors, la relation avec L'Avouivre, Arsène et L'Avouivre, c'est vraiment très particulier. L'histoire, après, c'est vraiment l'histoire de ce village. Les histoires de famille, des mariages arrangés, de la progression sociale, des travaux agricoles, des jalousies,
des vengeances, etc., des envies. Et en fait, la vouivre, elle a aussi cet effet de désir. Donc en fait, quand les gens la voient, alors globalement, les gens voient la vouivre comme une figure démoniaque, même le prêtre d'ailleurs, qui est aussi une figure importante, il voit quelque chose de démoniaque et en fait qui appelle les gens pour ensuite que les serpents viennent les tuer. Et elle appelle les gens parce qu'en fait elle a une sorte de diamant, de diadème qu'elle pose quand elle va se baigner nue dans les étangs, les marais. Et en fait tout le monde veut ce diadème parce que tout le monde pense qu'avec cet argent on pourrait du coup changer de vie. Et en fait elle fait presque exprès de laisser ses habits et cet argent visiblement pour que les gens le voient et aient envie de le prendre, et ensuite qu'elle puisse leur montrer qu'ils ne sont que de vils voleurs et que en fait elle puisse être le témoin d'une âme humaine pervertie en fait par le pouvoir et l'argent. Et en même temps, elle représente cette nature. C'est ça que je trouvais intéressant. Je trouvais que Marcel Aimé écrivait très très bien. Je trouve que c'est la première fois que je lis du Marcel Aimé. J'ai envie de lire autre chose. Ça m'a beaucoup plu. J'étais vraiment bien dedans et ouais, j'avais pas forcément envie de sortir de cet univers, et pourtant qui était pas très agréable. Mais ces combats entre les familles, là, ça donne envie de savoir comment ça va se terminer. Et le personnage d'Arsène aussi, alors il y a un côté tragique aussi, il y a un côté dramatique dans cette histoire. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Je vous le conseille, voilà. Et puis ensuite Électre de Jean Giraudoux, donc une pièce inspirée de la mythologie grecque. Une pièce tragique, donc l'histoire d'Électre, qui est la fille de Clytemnestre, qui a tué Agamemnon parce qu'elle souhaitait le tromper en fait, hein. C'est ça l'histoire. Et elle ne voulait plus vivre avec lui parce que dans ce qui est dit, vraiment il était loin de l'aimer, voire il était violent avec elle. Et en fait on suit Électre qui en veut énormément à sa mère. Et il y a aussi une histoire avec son frère Oreste qui, enfant, serait tombé des bras de sa mère et aurait disparu. Et en fait, Clytemnestre accuse Électre de l'avoir fait tomber, et inversement, Électre accuse Clytemnestre de ne pas s'être bien occupé de son fils. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était justement ces interactions entre mère et fille. J'étais pas forcément d'accord avec Électre au départ, et puis ensuite Jean Giraudoux nous fait basculer la pièce. C'est en 2 actes. Il y a une bascule dans la pièce et voilà, des gros changements. Alors j'ai trouvé que c'était un peu bancal le rythme finalement, et j'ai trouvé que ça abordait énormément de questions différentes. J'ai envie d'en savoir plus, mais j'ai pas. Alors, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant, ça m'a plu. Puis il y a des passages qui sont très très bien écrits. J'ai coché des choses. J'ai beaucoup aimé le personnage du jardinier, notamment, qui était promis à Électre au départ. Il m'a vraiment touchée, surtout qu'il fait un petit intermède entre les 2 actes qui était vraiment très beau. Je vous invite à aller voir ma vidéo du 7 jours 7 livres pour en savoir un peu plus. Et mais voilà, après je trouvais que c'était un peu bancal et qu'il y avait beaucoup de sujets qui étaient abordés. Par contre, j'ai très envie d'aller découvrir la version, je vous mettrai la petite couverture, la version de Jennifer Saint qui est sortie récemment, parce que j'ai envie d'en savoir plus sur ce personnage-là. Et je trouve que j'ai pas forcément tout compris ce qui était reproché à Électre ou ce qui était reproché à Clytemnestre. Donc j'ai envie d'en savoir plus sur ce personnage qui me semble très riche. Voilà. C'est tout. Après, ouais, je crois que c'est tout pour la partie pile à lire d'avant 2021. Finalement, j'ai lu pas mal de livres. Je les aurais pas tous présentés ici, mais il y en a plusieurs que j'aurais présentés dans d'autres vidéos. Mais j'ai bien fait des... Je crois que j'en ai lu 8. J'ai bien descendu ma pile à lire de 2021, donc pari réussi. C'est cool. Le prochain dans le genre, c'est la pile à lire de 2021 qui sera lue en août, je crois. Donc on verra. Je pense pas que je pourrais en lire autant. Mais c'est pas mal. Ça fonctionne assez bien. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous laisse là. Je vous souhaite de très belles lectures. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur la lecture.
Allez, bye bye.